Alors, pourquoi ce webinaire? On a été tous confrontés, on est encore confrontés à une crise, avec la crise du Covid, et on s'est aperçu du jour au lendemain qu'on ne pouvait plus aller sur le terrain. Les formations ont été annulées, les visites, les missions, les évaluations, etc. Tout a été annulé. Alors on s'est tous précipités, les ONG, tout le monde s'est précipité sur le digital pour essayer de faire face. Et on s'est aperçu de deux choses avec le digital. Premièrement, beaucoup se sont aperçus qu'on utilisait, qu'ils utilisaient qu'une toute petite partie de ce qui était possible de faire. On utilisait les emails, Skype, et c'était, si c'était pas obsolète, mais en tout cas, c'était un peu simple par rapport à tout ce qui était possible. Donc voilà, on s'est aperçu qu'on utilisait finalement peu de choses, peu d'outils dans le digital face à tout ce qui était possible. Et la deuxième chose qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, beaucoup de gens, qu'on ne pensait pas à l'aise avec le digital, mais finalement, beaucoup de gens s'y sont mis. Voilà. J'ai mis une grand-mère comme ça, mais je pense souvent à ma mère, qui n'est pas aussi âgée que ça, mais qui était quand même pas très à l'aise avec l'outil informatique et qui a commencé à organiser, à participer à des visioconférences, un peu comme nous aujourd'hui. Elle a fait ça pour la première fois, elle était bien obligée pour pouvoir rencontrer des membres de son association. Les ONG se sont remises en question. Les ONG se sont demandé pourquoi, enfin, elles se sont remises en question sur leur manière d'intervenir auprès de leurs partenaires au Sud. Premièrement, déplacer un consultant ou déplacer un expatrié, ça coûte cher en termes économiques, mais aussi en termes écologiques. Quand on fait des missions sur le terrain, eh bien on a très peu de temps, donc en général, on mobilise les organisations à 100%. Comme le temps est très court, on cherche à en faire le maximum et à presser les organisations sur le terrain. Et entre les missions, entre le temps où on est sur le terrain, eh bien, parfois, la seule chose qu'on a à faire, c'est du Skype. Et Skype, si on ne l'utilise pas bien, ben, c'est fatigant et on n'avance pas beaucoup entre les missions. Alors voilà, dites-moi en commentaire, je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à se présenter dans les commentaires, dites-moi en commentaire si vous avez fait les mêmes constats et si également il y a cette même remise en question qui est faite. Est-ce que vous êtes posé les mêmes questions face à ces trois sujets? Excusez-moi, hein, je me mets en mute, j'aurais dû le faire avant. Du coup, depuis 6 mois, on entend parler, on est abreuvé de digital. On a découvert des tas d'outils et tas de choses qui nous ont été présentées. Je pense que un des plus symptomatiques, c'est Zoom. Je ne sais pas parmi vous qui connaissait Zoom, mais maintenant, c'est devenu pratiquement l'outil le plus utilisé pour les visioconférences. Mais on a vu beaucoup de solutions et c'est difficile de se sentir mouillé, de se sentir noyé, parce que du coup, on se demande chaque jour, on nous présenter un nouvel outil pour faire des visioconférences, un outil pour communiquer, un outil pour ci, un outil pour ça. C'est évidemment très difficile de s'en sortir. Et du coup, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est comment on peut développer des stratégies à travers tous ces outils, des stratégies pour accompagner les gens sur le terrain. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'accompagner les partenaires sur le terrain. Comment, je ne vais pas forcément parler de tous les outils qui existent, mais quelles sont ces catégories d'outils et quels sont les grands axes pour construire un accompagnement sur le terrain. Voilà, Kenza nous dit qu'il a découvert Zoom avec le confinement, comme probablement une majorité d'entre nous. Alors, cette stratégie, pour accompagner les gens sur le terrain, elle va s'appuyer sur 3 piliers. 3 piliers d'accompagnement. Ces 3 piliers, ce sont 3 temps
de l'accompagnement. Et tout notre travail, ça va être d'alterner entre ces 3 temps. On va designer notre accompagnement en alternant à travers ces 3 temps. Je vais d'abord vous les présenter. Le premier, c'est le e-learning. Le e-learning, c'est quoi? C'est tout ce qui est formation en ligne. C'est tout ce qui est apprentissage. Peut-être que vous connaissez les MOOC, ces cours en ligne. Mais voilà, dès qu'on va vouloir apporter un apprentissage à quelqu'un, on va dire de manière asynchrone, c'est-à-dire que les gens ils sont autonomes face à leur apprentissage, on va parler de e-learning. Le deuxième temps de l'accompagnement, ça va être l'atelier virtuel. L'atelier virtuel, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va parler, on va être en direct, on parle de webinaire, de réunion, on va pouvoir faire du coaching, on va pouvoir faire du brainstorming. Voilà, c'est le temps où on va se connecter. Et le troisième temps, c'est aussi un temps, on dit asynchrone, c'est-à-dire que chacun travaille à son rythme, là où il est seul. On va parler avec des outils collaboratifs, c'est-à-dire que là, on va produire du contenu. On va synthétiser les informations, on va créer du contenu et on va produire des rapports, des missions, des visions, des outils stratégiques, etc. Donc voilà, ces 3 temps que je vais vous détailler. Et quand je vous les aurai un peu détaillés, je vais vous montrer comment on peut construire tout un accompagnement là-dessus. Alors, le e-learning, je vous l'ai dit, c'est le premier temps, le premier pilier. L'objectif, à ce moment-là, c'est de former, de monter en compétence l'équipe. Mais évidemment, on va le faire de manière ludique, interactive, pour que les participants soient engagés. On va pouvoir utiliser des tas de ressources, on va pouvoir mettre des vidéos, on va faire des quiz, des animations, on va utiliser des forums, on va pouvoir évaluer la compréhension, l'engagement des participants, parce qu'on va savoir si les participants ils participent, s'ils suivent, s'ils comprennent, s'ils ne comprennent pas. Ça va permettre à chacun d'apprendre à son rythme, parce qu'on est en autonomie face à l'apprentissage. Et idéalement, on va pouvoir le faire de manière hors ligne et sur le smartphone, parce qu'on sait que beaucoup de personnes sur le terrain n'ont que le smartphone pour le faire et n'ont pas toujours Internet. Donc voilà, le e-learning, premier temps, c'est le temps où on va s'assurer que nos partenaires ont les compétences nécessaires pour suivre le processus. Le deuxième temps, c'est l'atelier virtuel. On en parle parfois de présentiel distant. C'est du présentiel dans le sens où on parle en direct ensemble, mais on n'est pas à côté. Alors c'est un temps qui est très important dans l'accompagnement parce que c'est le temps où on va créer le groupe, on va échanger, on va vraiment travailler sur l'aspect humain, sur les émotions, les non-dits, on va ressentir pas mal de choses. Ça va devoir être dynamique, créatif, ça va nous permettre de réfléchir ensemble. On va essayer dans ces ateliers virtuels de reproduire toutes les animations qu'on peut avoir dans un atelier classique. Il faut qu'on puisse créer des sous-groupes. Voilà, ça c'est une des possibilités de Zoom qui est très intéressante. On divise en sous-groupes. On veut pouvoir s'amuser à utiliser des post-it, de travailler sur un tableau blanc, de pouvoir faire des votes pour décider, pour prendre des décisions. Voilà. L'avantage de cet atelier virtuel, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des gens qui vont être partout. Et une des choses que je trouve intéressante pour les organisations, c'est que souvent les organisations, elles ont des membres qui sont dans d'autres sites, dans d'autres pays, peut-être, et qu'on ne peut pas facilement intégrer quand on fait des ateliers. Ben là, ça permet de faire travailler tout le monde en même temps sur le même temps. L'atelier virtuel, c'est le temps où on va trouver des idées, on va prendre des décisions et on va se connecter ensemble, comme un groupe, en tout cas humainement.
troisième temps, c'est le temps du travail collaboratif. On va travailler chacun à son rythme sur un document unique, un document qui est en ligne. Donc, le plus connu, je pense, c'est peut-être Google Drive et les Google Documents, mais on peut imaginer, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire du travail collaboratif. On peut parler de Trello, on peut parler d'Asana, on peut parler même pour faire donc Trello, Asana, ça permet de faire la gestion de projet. On va pouvoir parler de contenu média, par exemple, on peut faire ça avec Canva ou avec d'autres. On va pouvoir faire du mind mapping pour ceux qui savent ce que c'est. Voilà, on va pouvoir vraiment travailler ensemble sur à notre rythme, sur la production d'un document. Avec l'avantage, c'est de faciliter la communication, d'éviter les emails, d'éviter les fichiers dupliqués qu'on perd. Voilà, on est sûr de travailler tous sur la dernière version et il n'y a pas plusieurs versions et copies de fichiers qu'on risque de perdre. Là aussi, dans la mesure du possible, on va essayer de pouvoir travailler hors ligne et ça va être en tout cas un élément important de savoir est-ce qu'on peut travailler hors ligne. Ce troisième pilier, travail collaboratif, c'est le temps de la conception. Bon voilà, ça c'était peut-être un peu théorique, ces 3 temps. Laissez-moi vous montrer comment on peut structurer un accompagnement avec ça. Ça va? Alors je vois que nous sommes 18. Beaucoup de gens nous ont rejoints. Voilà, j'avais dit qu'on serait une vingtaine, on y est presque. Je vous invite à ceux qui viennent d'arriver de dire quelques mots dans le chat pour dire qui vous êtes, d'où vous venez. Voilà. Et si vous arrivez à vous renommer aussi, donnez la ville d'où vous êtes, comme ça je le saurai directement. Alors, j'en étais à... Je vais vous présenter un exemple d'accompagnement qui s'appuie sur ces 3 piliers. Supposons que vous souhaitiez accompagner une organisation dans du montage de projet. Les étapes sont connues. On va faire 4 étapes. Premièrement, l'analyse du contexte. Quand l'analyse du contexte sera faite, on va les aider à faire l'analyse du problème, puis la stratégie d'intervention, et enfin le cadre logique. Pour chacune de ces étapes, on va pouvoir s'appuyer sur ces 3 piliers. Par exemple, pour l'analyse du contexte, on va pouvoir commencer par du e-learning. On va former les partenaires, apprendre comment on fait pour connaître les acteurs sur le terrain. On va peut-être envoyer une petite vidéo, un petit quiz pour s'assurer qu'ils ont compris ça. Ensuite, on va leur demander un travail collaboratif. On va partager un Google Drive, un Google Doc, et on va leur dire faites-nous la liste des acteurs que vous connaissez, une première liste. Et troisièmement, on va organiser un atelier virtuel. Une fois qu'on a ce document-là, on va pouvoir travailler ensemble. Par exemple, sur une carte d'empathie, c'est un outil visuel pour réfléchir. Mais quand on va faire l'atelier, une bonne partie du travail a déjà été fait, puisque les gens ils connaissent la carte des acteurs, ils ont déjà commencé à réfléchir à produire un peu de contenu. Et là, on se met ensemble juste pour trier, classer, organiser. Une fois que cette première étape est faite, voici par exemple ce que pourrait donner une deuxième étape, l'analyse du problème. De la même façon, on va commencer par du e-learning. Ok, est-ce que vous savez, est-ce qu'on est sûr qu'ils maîtrisent ce qu'est un arbre à problème? On leur donne des exemples, on donne des exercices pour voir si ça marche. Une fois que le savoir est acquis, on peut passer à l'atelier virtuel. Alors vous savez, les arbres à problème, on aime faire ça avec des post-it. On met les post-it, on les déplace, on réfléchit ensemble. Donc là, c'est le temps vraiment du brainstorm. On balance toutes les idées, on essaye un peu de les organiser, on réfléchit, on discute. Et une fois que l'atelier virtuel est fini, on passe au troisième temps, travail collaboratif. Et cette fois, on va demander à l'organisation de se poser et de rédiger le contenu qui est lié à l'analyse de la situation et de ce qu'on a défini dans l'arbre à problème.
voyez ce que je veux dire? On alterne toujours sur ces 3 piliers et on peut faire pareil pour chaque phase de l'intervention. Voilà, ça c'était la première partie de ma présentation. Je voulais savoir déjà à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires parmi vous? Alors si vous avez des questions, vous pouvez soit la poser dans le chat, soit lever la main pour ceux qui savent faire. Alors dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, si vous avez des questions ou des attentes particulières. Alors, Sylviane qui me dit, à ce stade, pas de questions, seulement, est-ce qu'on recevra le document support? Oui. J'ai oublié de vous dire, nous sommes enregistrés en ce moment. Je vais enregistrer cette, comment s'appelle, cette conférence et je vous la partagerai sur YouTube. Et je partagerai avec vous 2 autres choses. Je partagerai le support de cours et je partagerai deux ressources que je trouve importantes. Voilà. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais approfondir un peu ce que sont ces 3 piliers. Parce que voilà, il va falloir maintenant savoir comment on va développer chacun de ces piliers et savoir qu'est-ce que ça demande en termes de quels sont les enjeux pour définir comment on travaille entre excusez-moi, je lis les questions et ça, je suis perturbé. Je vais vous présenter quels enjeux on va étudier pour essayer de définir comment on peut développer chaque pilier. Et je réponds du coup à la question de Kenza qui dit distinction entre les outils gratuits et payants. On va l'évoquer. Je vous propose de réfléchir sur chacun de ces outils sur 5 critères. Le premier, alors il ne s'affiche pas, c'est un problème d'affichage, c'est ici, ça va être le coût justement. Est-ce qu'il est coûteux ou pas d'utiliser ces outils? Le deuxième, c'est compétences ONG, c'est-à-dire est-ce que c'est difficile à mettre en place? Est-ce que c'est compliqué d'utiliser ces outils pour l'ONG qui les met en place? Pour l'utilisateur, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça demande des compétences techniques, notamment des compétences digitales pour l'utilisateur final? Le quatrième enjeu, c'est l'accessibilité. Et notamment l'accessibilité, on va parler de comment, quelle machine il faut pour les faire marcher et est-ce que ça marche avec ou sans Internet. Et le dernier, ça va être l'éthique, à savoir est-ce qu'on est sur des produits GAFA ou des produits qui ont des problèmes de confidentialité ou des produits qui sont plus éthiques, open source. Alors rapidement, je vais brosser ces 3 piliers et qu'est-ce que ça veut dire pour les enjeux de chacun. Les ateliers virtuels. Alors, ateliers virtuels, encore une fois, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui sont possibles, gratuits, payants. On peut faire des tableaux blancs, des quiz, des évaluations, des sondages, etc. En termes de coût, c'est bien parce que c'est pas très cher. Et beaucoup de ces... Je l'ai mis haut parce que c'était pas cher, justement. C'est pour ça que j'ai mis une note élevée. Voilà, ça c'est une bonne partie sont gratuites ou alors proposent une version gratuite qui est déjà suffisante. Et plusieurs sont aussi open source, pour les post-it par exemple. La liste des outils, je la partagerai avec vous à la fin. Donc pas mal gratuit. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre pour les ONG.
ça demande quand même un peu de pratique c'est un peu de savoir-faire, d'accord? C'est des techniques d'animation. C'est pas tellement compliqué techniquement, mais savoir comment on les utilise, à quel moment c'est important de les utiliser quand on anime un atelier. Ça demande un peu de pratique. Pour les utilisateurs, normalement, c'est assez simple. Ils n'ont pas grand-chose à faire, suivant les outils. Je vous conseille quand même de commencer petit, parce que les premières fois, ça peut désemparer un peu les participants. Voilà, moi je conseille souvent de commencer un premier atelier juste pour apprendre les outils avant de commencer des vrais ateliers d'échange et de ne pas trop en utiliser. Voilà, parce qu'on peut perdre les gens. Alors l'accessibilité de tout ce qui est virtuel, là on est sur du direct, donc effectivement c'est le moment où on a besoin d'Internet et sans Internet on ne fera pas grand-chose à ce moment-là. Et sur l'éthique, on trouve quelques solutions open source. Les outils collaboratifs, je suppose que vous les connaissez un peu parce qu'on y travaille quand même depuis quelques temps maintenant, il me semble. Ils ne sont pas très chers. La plupart proposent des solutions gratuites. Google Doc est gratuit et propose beaucoup de solutions gratuites. La plupart voilà, ne sont pas chers. Les ONG en général sont formées, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Par contre, ce sont les utilisateurs qui manquent d'expérience là-dessus, donc c'est utile là aussi de prendre un temps pour former les utilisateurs. L'accessibilité est assez bonne parce que la majorité propose des solutions hors ligne. Soit ils proposent des solutions hors ligne, Google Doc par exemple, les gens ne le savent pas forcément, mais on peut parfaitement utiliser Google Doc sur son ordinateur hors connexion. Et les autres, on arrive à les utiliser, notamment grâce aux applications. Il y a toujours des solutions pour travailler un peu hors ligne. Bon, par contre, l'éthique, elle est assez basse parce que forcément, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, comme on dit. Et c'est souvent entre les mains des GAFA. Le dernier pilier, qui est sûrement un peu le plus compliqué et qui demande le plus d'investissement, c'est le e-learning. Le e-learning, vous avez vu, en termes de coûts, je l'ai mis très bas parce qu'en fait, les coûts sont très chers. C'est très cher par le temps qu'il va falloir y investir et souvent par les licences qu'il va falloir payer. On ne trouve pas grand-chose de gratuit. On pourra en discuter après. Il y a des petites solutions gratuites. On peut bricoler des choses gratuitement, mais ça demandera du temps, de toute façon. Ce n'est pas des outils qu'on peut s'approprier en quelques clics. C'est pour ça que aussi en termes de compétences des ONG, je le mets très bas parce que ça demande des compétences qu'il va falloir soit développer en interne, soit faire appel à de l'expertise externe. Par contre, côté utilisateur, c'est royal parce que normalement, c'est très simple. Les gens peuvent l'installer sur leur téléphone, suivre, regarder des vidéos. C'est fait pour être ludique, facile à utiliser, accessible hors ligne. Et pour l'éthique, j'ai mis moitié parce qu'il y a quelques solutions open source quand même, c'est possible de passer par là, mais il y a aussi des solutions proposées par les GAFA. Je vais poursuivre un peu sur le e-learning parce que je crois que c'est là où on me pose souvent des questions et c'est ce qui est le moins bien compris, je crois, par les ONG. Le e-learning, c'est clairement celui qui va vous demander qui est le plus compliqué à mettre en œuvre. C'est vraiment, faut voir ça comme un investissement à long terme. Il y a deux aspects dans le e-learning. Premièrement, il va falloir créer du contenu. Et là aussi, créer du contenu,
c'est apprendre à enregistrer des vidéos, à faire des quiz en ligne. Enfin, il y a pas mal de choses à apprendre. C'est faisable, c'est accessible, mais ça demande d'y passer du temps. On peut l'apprendre en interne ou l'externaliser. Donc ça, c'est la partie production du contenu. Une fois qu'on produit ces contenus, il faut les mettre à disposition des apprenants. Et là, on va parler de LMS, Learning Management System, qui va être la plateforme, l'endroit, des fois on parle de gare de triage, où on va mettre toutes les vidéos, tous les quiz, et ça va être l'endroit où tout le monde va se connecter pour accéder aux informations, pour suivre les participants. Enfin voilà. CLMS, il y en a des gratuits, mais même les gratuits, ils demandent beaucoup de temps pour être installés et configurés. Il y a beaucoup sont avec des licences. Vraiment, enfin voilà, encore une fois, ça va. Je vais pouvoir, si vous avez des questions, un peu vous donner quelques pistes sur ce que moi j'ai déjà étudié et comparé. Et je vous partagerai un document là-dessus. Mais ça demande du temps et de l'investissement. Mais c'est aussi porteur de beaucoup de possibilités. Le LMS va même pouvoir nous servir à faire un peu de gestion de projet face à notre accompagnement. Dans le prochain slide, je vais vous montrer comment on peut utiliser le LMS, cette fameuse plateforme d'apprentissage, pour structurer l'accompagnement que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai présenté un accompagnement. Je vous ai dit, la première phase, c'était l'étude des acteurs. Et il y avait du e-learning et des ateliers virtuels, etc. Dans cet exemple, on intègre dans un LMS toutes les étapes. Donc, on les définit. On dit, la première étape, c'est ça. C'est 2 vidéos et un quiz les gens doivent répondre après le 1er mars. Deuxième activité, les gens doivent rédiger la liste des acteurs et on met un lien dans l'activité, un lien Drive. Troisième activité, c'est un atelier. On va pouvoir mettre le lien Zoom et préciser l'heure de l'atelier, etc., etc. On va même pouvoir, à l'intérieur du LMS, configurer un atelier en présentiel, dans lequel on expliquera toutes les conditions pour participer à l'atelier en présentiel, le lieu, les lettres d'invitation, etc. Et le LMS va être également capable de nous produire un certificat pour les participants. Donc, nous qui pilotons cet accompagnement, on a déjà défini, structuré toutes les étapes et on va pouvoir enregistrer les participants dessus et on va pouvoir les suivre. On va pouvoir mettre des deadlines, on va pouvoir faire des rappels, on va pouvoir mettre des règles en disant on ne fera pas l'atelier si tout le monde n'a pas regardé les 2 vidéos et n'a pas répondu à ce questionnaire, d'accord? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir des gens qui arrivent à l'atelier qui ne sont pas préparés. Et on va pouvoir, du coup, de manière automatique, parce que ça intéresse souvent les gens, à la fin, par exemple, générer des certificats de présence. On va pouvoir avoir des forums où toutes les questions qui sont posées seront au même endroit, ce qui va éviter beaucoup d'échanges par mail ou par WhatsApp. Je vais m'arrêter ici quelques secondes, et parce que je suis sûr qu'à ce niveau-là, il doit y avoir quelques questions, quelques doutes, soit parce que voilà, soit des questions de compréhension, soit des questions pour en savoir un peu plus. Kenza connaît les LMS, elle est formatrice. Alors, est-ce que tu connais un LMS en particulier, Kenza? Tu peux nous dire lequel tu utilises?
Bonjour tout le monde. Bonjour Guillaume. Salut Kenza. Merci beaucoup. Je découvre avec toi. Je connaissais pas justement, mais c'est génial cet outil. Je sais même pas ce que c'est au fait. Je suis en train de découvrir Ah, tu parce que découvres. j'aimerais bien lancer une formation, mais là c'est super bien structuré. C'est comme de la gestion de projet pour du e-learning. C'est excellent. Je voudrais en savoir un peu plus, s'il te plaît. Est-ce que Voilà. c'est gratuit? Comment on fait? J'ai rien. Je découvre. Bon. Est-ce que... Alors, on va essayer de répondre à quelques questions là-dessus, ouais, Kenza. Sylviane qui demande, est-ce que ce LMS pourrait être pris en charge par un bailleur dans un projet par un bailleur de fonds? Bonne question. Là, je ne sais pas trop quoi dire. Je pense que oui, bien sûr, je crois. Enfin, c'est une question plutôt de financement. S'il y a des expériences parmi vous, je veux bien que quelqu'un réponde à Sylviane. Mais pour moi, ça peut se faire financer comme n'importe quel outil. Je vais vous en dire un peu plus, puisque j'ai deux réponses sur le LMS. Il existe des LMS qui sont open source. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire open source. Ça veut dire qu'ils sont pas que gratuits, mais ils sont développés par la collectivité, par la communauté. Donc le logiciel en soi est gratuit et disponible. Mais finalement, même ce logiciel gratuit et disponible, il demande beaucoup de configuration, parce que là, on n'est pas sur les choses faciles à l'installation à faire. Et de plus, il demande une machine assez puissante, parce qu'il faut que la machine elle fonctionne tout le temps, parce qu'on ne sait pas à quelle heure les gens vont se connecter. Donc souvent, il faut un serveur dédié. Pour vous faire simple, je donne quelques chiffres comme ça pour vous donner des ordres d'idées. Moi, j'ai un devis là d'une organisation qui n'est pas exagéré, hein, qui me demande 3 000 € pour mettre en place ce LMS, 3 000 €, donc faire des formations, le configurer et faire un peu de conseils pour l'adapter à nos besoins. 3 000 € pour l'installer. Et après, c'est 3 000 € par an pour que ce soit sur un serveur qui fonctionne tout le temps. Voilà, on est sûr que ça marche tout le temps. Donc, on va dire la première année, 6 000 € et après, c'est 3 000 € par an. Mais après, on a autant de participants qu'on veut. Enfin, pas autant qu'on veut, mais on peut avoir plus de 100 participants là-dessus. Deuxième solution, il y a des solutions où on paye à la licence. Donc, vous avez un client, vous payez une licence, vous en avez deux, vous en payez deux, vous en avez 10, etc. Ça, ce sont des solutions qui sont, comment ça s'appelle, privées. Voilà, c'est des sociétés qui possèdent ça. Ça peut être intéressant pour démarrer, parce que ça permet de commencer doucement. Je donne quelques noms là-dedans, mais vous les aurez dans le document, hein. Donc, par exemple, Moodle est open source, mais il faut considérer peut-être 3 000 € pour l'installation et l'ordre de grandeur à 2 000 à 3 000 € par an pour le serveur. On est sur des tarifs importants quand même. J'en connais un autre qui est beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. 360 Learning, par exemple. Là, on paye la licence et c'est 10 € par mois et par licence. Donc là, par exemple, si vous voulez commencer, vous n'avez que 10 participants et vous voulez faire ça juste sur un mois, effectivement, ça sera beaucoup moins cher de commencer par ça. Mais si vous commencez à grandir un peu trop, au bout d'un moment, vous risquez d'être bloqué. Bon, je vous partage. Il y a quelqu'un qui me propose une solution Moodle par licence qui est vraiment intéressante, qui est 20 € par an et par utilisateur.
C'est pour l'instant la solution la plus intéressante que j'ai vue. Il existe des solutions qui sont un peu différentes, mais 100% gratuites. C'est Google Classroom. Donc Google Classroom, on ne le considère pas vraiment comme un LMS parce qu'il ne permet pas de tout faire, mais il permet quand même de créer des classes, de mettre des vidéos en ligne et de faire un peu des questionnaires. Voilà. On reste dans l'environnement Google. Alors j'ai marqué 100% Room, je voulais marquer 100% gratuit. Voilà, on est sur un GAFA, donc on n'a pas forcément l'éthique enfin, libre à chacun de penser ce qu'il veut des GAFA. Il faut savoir que ce sont des GAFA, c'est gratuit. Les GAFA, est-ce que vous voyez ce que c'est les GAFA? Les GAFA, les géants d'Internet. Les géants d'Internet, oui, merci. C'est les Google, Amazon, Facebook et Apple. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les LMS. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Kenza? Merci beaucoup, Guillaume. J'étais en train de t'écrire justement pour te remercier. C'est excellent. Merci pour le partage. Bon, écoute, je partagerai Mais d'autres finalement, documents. pour commencer, c'est bien de commencer avec petit. Ouais, Alors, super. C'est je bien de peux commencer faire, petit. Après, quand on s'agrandit. voilà. Moi, ce Voilà, que je merci. vais faire, moi, je vais vous dire juste mon retour d'expérience. Moi, j'ai commencé avec 360 Learning parce qu'il me permettait, pour 10 € par mois, de commencer à tester. Donc, j'ai appris avec ça. J'ai fait un compte, j'ai créé mes formations, j'ai regardé un peu comment ça marchait. Le problème de 360 Learning, c'est que c'est des sociétés privées qui vous gardent les données. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé chez 360 Learning, c'est pas très facile de prendre les formations et de les mettre sur un autre support. Vous voyez, ils essayent de vous garder chez eux, quoi. Donc c'est ça, moi, qui m'a un peu gêné. Et du coup, bon, moi, je ne souhaitais pas investir 6 000 € dans une installation Moodle. Du coup, j'avais tout simplement, je vais passer par une solution intermédiaire qui est la Moodle à la licence à 20 € par an et par utilisateur. Voilà, ça. Et quand j'aurai suffisamment avancé, j'aurai suffisamment de formation et de personnes, peut-être que je passerai à la version complète qui est plus chère. Ok. Est-ce que certains parmi vous utilisent ces solutions déjà ou pensent les utiliser? Donc Kenza nous a dit qu'elle est formatrice, elle aimerait les utiliser. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des projets qui voudraient peut-être soit présenter ce qu'ils ont fait, soit peut-être présenter le questionnement et les doutes qu'ils ont? Je mets la parole au centre pour vous écouter. On dirait que c'est complètement une découverte. Hein. Parce Jean? que oui, je disais que c'est une découverte. On avait pensé qu'avec Zoom, on pouvait faire tout ceci. Mais maintenant, on se rend compte que Zoom. Non, Zoom ne permet que de faire Zoom ne permet de faire que des visioconférences. Et le gros atout de Zoom, que moi, je n'ai pas trouvé ailleurs pour l'instant, c'est les sous-groupes. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué les sous-groupes, mais il autorise de diviser, vous voyez, là, vous êtes 20, je pourrais diviser en 4 groupes de 5, chacun par un sous-groupe, et au bout de 10 minutes, je fais revenir tout le monde. Ça, c'est le gros atout de Zoom. Mais on ne fait que de la visioconférence. Même pour animer des ateliers, moi aujourd'hui, j'ai fait le choix, parce que je ne sais pas combien vous êtes, je ne sais pas sur quelle machine vous êtes, etc. J'ai fait le choix de ne pas utiliser d'autres outils, mais si je voulais animer encore plus cet atelier, j'aurais pu mettre en place un système de questionnaire, un système de post-it, et tout ça
tout ça, c'est des logiciels supplémentaires. Oui, Bon, par exemple, oui, maintenant, Jacques. maintenant, quand on est en atelier avec des personnes qui ne s'y connaissent pas véritablement, ça veut dire qu'il faut une formation préalable pour ça. Parce que quand on va sur le LMS déjà, donc, au niveau central, on peut chercher l'expertise nécessaire. Et maintenant, pouvoir la partager pour que la réunion soit fluide. Parce que très souvent, on perd du temps à chercher un bouton, à chercher pour que la réunion soit fluide. Comment c'est. Il faut commencer. Si, vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis face à des gens que je ne connais pas. Je ne sais pas quelles sont vos compétences, je ne sais pas quel logiciel vous utilisez, est-ce que vous êtes sur... Je vois que certains d'entre vous sont sur les téléphones, d'autres sur l'ordinateur. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le plus simple, j'ai fait que Zoom. Mais si, par exemple, on se disait, ben, écoutez, OK, lançons une formation. Je vous prends les 20 et on part en formation et on va faire une formation pendant 3 semaines. La première chose que je ferai, c'est un premier atelier juste pour apprendre les outils. Donc, la première séance de formation, ça sera juste pour s'habituer. Comment on allume le micro, comment on le ferme, comment on lève la main. Là, j'ai pas trop insisté, mais parce que je ne sais pas si tout le monde a compris comment on peut lever la main. On fera un premier quiz. Mais on peut considérer facilement qu'on peut perdre 2 heures. Enfin, perdre, c'est pas perdre. Hein. On va passer 2 heures pour s'assurer que tout le monde maîtrise les outils. Et on ne va pas utiliser trop d'outils. Il y en existe plein. Si je vous donne la liste, là, moi, je suis en train de tous les tester. Et rien que pour animer en ligne, là, je peux vous en citer 5 ou 6 ou plus que ça. Pas de visioconférence, hein. Des outils comme Klaxoon, WooClap, Bcast, Mentimeter, Kahoot, Post-it, bref, il y en a beaucoup. Mon conseil, c'est on en prend 2 ou 3, suivant le niveau des participants. Je vais vous en partager un en live. Je n'avais pas prévu, j'improvise. Parce que, voilà, si vous voulez vous amuser, voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien et voilà, ça c'est un outil pour utiliser les post-it. Ça c'est un outil qui est très simple, celui que je viens de vous partager. Vous pouvez l'apprendre en quelques minutes, les gens ils peuvent l'apprendre. Si maintenant vous voulez faire un outil avec des post-it beaucoup plus compliqué, vous voulez que les gens puissent faire des votes sur les post-it, qu'on puisse les déplacer, qu'on puisse faire des zooms, des choses comme ça, on peut faire des super choses. Mais voilà, est-ce que c'est utile? Est-ce que les participants vont savoir le faire? Donc voilà, tout ça, c'est à mesurer l'accessibilité des outils. Hein. Est-ce que ça a un sens pour vous d'utiliser ces outils? Mais justement, là, j'ai avancé dans mon PowerPoint. Je vous ai montré un ensemble de solutions gratuites. Pas forcément éthiques, mais voilà. Pour l'LMS, on peut utiliser Google Classroom. Ce qu'on appelle outils auteurs, il y a beaucoup plus que ça, mais c'est pour créer du contenu. Voilà, si on veut créer des vidéos, voici 2 logiciels qu'on peut utiliser pour créer des vidéos qui sont gratuits open source. Pour la visio, il y a Jitsi. Pour l'animation en ligne, il y a WooClap. Et donc l'animation en ligne, c'est des quiz et des sondages qu'on peut lancer avec les participants. Et pour les murs collaboratifs, je vous l'ai envoyé par message dans le chat, on peut utiliser Post-it. Donc là, ils sont tous gratuits et la moitié sont open source. Alors, je regarde s'il y a des questions ou des commentaires dans le chat. Jeanne qui nous dit que Jitsi est éthique et facile à prendre en main pour des visios. Ouais. Voilà, il n'y a pas toutes les options, mais effectivement, il est assez agréable.
Je dois avouer que moi, je n'utilise pas Jitsi parce que j'ai parfois eu des doutes sur sa performance quand on était un peu trop nombreux, parce que ça dépend sur quel... C'est un peu technique, mais Jitsi va être installé sur des serveurs, donc il faut trouver des serveurs, soit vous l'installez vous-même, soit si vous passez par les serveurs de quelqu'un, et du coup, vous n'êtes pas toujours très maître de ce qui va se passer. Donc, en termes de... Quand les débits sont faibles, je suis un peu prudent. Je ne suis pas convaincu, mais... Alors, est-ce que... Je suppose que si vous êtes venu aujourd'hui, vous devez avoir quand même soit avoir eu des projets ou des questionnements envers ça. Donc Sylviane dit on n'utilise pas encore, mais je vais transmettre car c'est intéressant. Qu'est-ce que vous... Enfin, Sylviane, si tu veux ouvrir ton micro peut-être, vous faites quoi comme activité par exemple? Bonjour tout le monde, je travaille au CCFD Terre Solidaire. Ouais. Donc on travaille avec des partenaires, bien sûr, lointains. Et depuis le mois de mars, on n'a pas réalisé de mission du tout. Ok. Et donc vous utilisez, vous faites au moins des ateliers virtuels, j'imagine, au moins des visioconférences? Oui, visioconférence, Skype, et puis mail, bien sûr. Voilà, mais il y a comme une légère frustration. Ça nuit beaucoup à la communication. Et même ces outils-là, je ne pense pas qu'ils puissent remplacer le face-à-face, le partage d'une journée entière ensemble, à manger ensemble. Et ça ne peut pas évidemment remplacer, mais au moins, déjà, la solution LMS me plaît beaucoup et je pense que ça pourrait améliorer déjà. Oui. Merci Sylviane pour ce petit témoignage. Aujourd'hui, j'ai fait le pari de vous présenter une solution 100% digitale. C'est évidemment pas ce que je conseille forcément. Hein. Je voulais juste montrer qu'il était possible, si on n'a pas le choix, de faire du 100% digital. Dans la solution, ce que j'ai présenté ici, j'ai alterné aussi avec un présentiel. Je me suis amusé à rajouter un présentiel. Parfois, vous allez entendre parler de blended learning. Alors, je vous l'écris ici. Blended learning, l'idée, c'est justement d'alterner. Parce que chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, le présentiel, surtout en ce moment, il nous manque beaucoup. On aimerait pouvoir se retrouver, manger ensemble. Dans la formation, il y a beaucoup de choses se passent, on sait, à la pause café ou au repas. On comprend les gens, on les comprend mieux. Il y a des choses qui se disent. Voilà, aujourd'hui, vous êtes 20, mais pour l'instant, j'ai entendu parler que 3-4 personnes. Je ne vous connais pas tous, malheureusement, et certains vont partir. Je ne les aurais pas connus. Si on était en présentiel, évidemment, j'aurais vécu tout le monde, j'aurais vu tout le monde, j'aurais pu saluer et discuter avec tout le monde. Mais le présentiel a aussi ses inconvénients. C'est un peu ce que j'ai présenté au début. Le présentiel, quand on est loin, voilà, on ne peut pas être là tout le temps. C'est coûteux. Et je vais le présenter un peu plus tard. Parmi les avantages qu'il y a aussi à travailler étape par étape sur un processus comme ça, qu'on étale sur plusieurs semaines, c'est qu'on est sur une approche qui est un peu plus organique pour les organisations. Je m'explique. Si j'enferme tout le monde pendant 3 jours dans une pièce en disant, mes amis, au bout des 3 jours, il faut qu'on ait notre projet qui soit dessiné, on va carburer, mais on risque de se fatiguer et de manquer de recul à un moment. Dans certaines conditions, il est aussi intéressant de prendre le temps, de prendre des temps donc, de réflexion intense pendant 2 heures, une matinée, mais aussi de prendre le temps du recul, de laisser digérer, de laisser passer une semaine et de revenir dessus. Et là, c'est ça qui se passe dans ce genre d'approche, c'est que on sépare les temps. Il y a des temps où on va apprendre. Vous voyez, le
Le e-learning, c'est aussi pour ouvrir l'esprit, montrer le possible. Ah bon, il y a des gens qui font ça, il y a ça qui est possible, il y a cette technique, on ouvre le possible. Puis il y a le moment où on brainstorm, on réfléchit, et il y a le moment où on prend du recul et on est seul face à son ordinateur et son papier et son crayon, et on rédige. Et ça, je trouve que c'est un avantage. Donc, moi, une des choses qui me marque dans ces approches, c'est vraiment le côté blended, c'est-à-dire on alterne. On ne fait pas juste du présentiel et que l'email après, mais il y a plein de solutions qui sont possibles, et c'est en alternant les solutions qu'on a essayé d'avoir les avantages un peu de tous et qu'on limite certains inconvénients. Alors, Kenza me demande, s'il te plaît, on doit organiser une assemblée plénière avec 300 personnes à distance. Que peux-tu me conseiller en outil? Tu as combien d'argent? Pour 300 personnes. Oui, on pourra mettre le budget, mais pas beaucoup. De toute façon, on devait tous les inviter, donc prendre des billets d'avion, si c'était en présentiel. Je pense qu'on va quand même optimiser les coûts et on pourra se permettre d'acheter des outils. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de budget. Mais par contre, comment peut-on animer une assemblée plénière avec autant de personnes partagées entre les deux rives, entre l'Algérie et la France? Alors, une autre question à se poser, c'est savoir quelles sont les interactions et quelles sont les activités que tu veux mener. Est-ce que c'est juste une formation, donc il y a une personne qui parle et tout le monde va l'écouter, ou est-ce que c'est quelque chose où il y a beaucoup de réflexion, tout le monde doit pouvoir prendre la parole, on veut que les gens réfléchissent en groupe, on veut avoir des contenus. C'est ça qu'il va falloir se poser comme question. Je pense, c'est comme c'est une assemblée plénière pour faire le bilan, donc tout le monde va devoir, c'est le but, au fait, l'objectif, c'est de faire participer tous les membres pour qu'ils puissent dire, en fait, il y aura des ateliers, ce sera un mélange entre ateliers, bilan, échange, partagé, animation. Donc voilà, donc ça sera un mélange de pas mal d'ateliers, workshops et beaucoup d'échanges. Alors, probablement que Zoom, là je réponds rapidement, hein. Je ne suis pas garant de la réponse, d'accord? Il faudrait qu'on se pose et qu'on mette tous les trucs. Mais si je peux te donner quelques pistes, moi je te dirais, Zoom me paraît pouvoir répondre à tous ces problèmes, notamment parce que Zoom peut accepter beaucoup est capable de gérer des grands nombres. Il faut faire attention parce qu'il y a des solutions de visioconférence qui marchent très bien à 5, 10 ou 20, mais qui ne sont pas prévues pour être 300. Zoom le permet, il y en a d'autres aussi, mais moi je sais que Zoom le permet. Après, il va falloir savoir quelle configuration et quelles options de Zoom tu utilises. Typiquement, il y en a deux principales. Il y a le mode réunion et le mode webinaire. Aujourd'hui, on est en mode réunion, c'est-à-dire que tout le monde a sa caméra, on allume ou on éteint, et vous pouvez... voilà, là, tout le monde peut ouvrir son micro. C'est ce qu'on appelle le mode réunion, même si je dis que c'est un webinaire, mais pour Zoom, ça s'appelle le mode réunion. Vous pouvez utiliser Zoom en mode webinaire. Voilà, c'est un peu plus cher. Et cette fois, vous aurez plus d'options pour savoir qui participe, combien de temps ils sont restés, ça, mais moins d'options. Par exemple, les gens ne pourront pas ouvrir leur caméra. Donc, il faut un peu étudier, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Mais en règle générale, moi, je te dirais, Zoom, dès qu'il y a beaucoup de monde, ça peut marcher. Et l'avantage maintenant, c'est que tout le monde le connaît et que beaucoup de gens l'ont utilisé. Ça ne vous coûtera pas très cher, hein. Enfin, comparé à ce genre de projet. Là, avec tu prends l'option tout compris avec, je sais pas, 100, 200, maximum 300 €, ça devrait passer, quoi.
Tu le prends que pour l'espace D'accord, ok. d'un mois. Oui. Par contre, ce que tu devrais regarder, c'est suivant les animations que vous voulez faire, il va falloir peut-être prévoir Mhm. un autre outil, comme WooClap, justement, dont je parlais. Des outils comme WooClap, là. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, ah, oui, d'accord. Voilà, ça, c'est un outil qui va permettre, par exemple, je pourrais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé de la réunion? Et chacun voterait sur son téléphone et on verrait les résultats qui Mhm. apparaissent en direct. On Ah, c'est génial. peut prendre des décisions comme ça. Est-ce que vous validez le rapport? Oui ou non? Mais chacun vote sur son téléphone, oui ou non. Et en direct, on voit les statistiques, on voit les chiffres. Et voilà, je pense qu'un outil comme ça serait pas mal utile pour compléter un peu l'animation, pour compléter les WooClap. On peut l'intégrer dans Zoom ou Clap. Ouais, Je peux ouais. l'intégrer dans Zoom Je- où il est à part. Alors, c'est un logiciel qui fonctionne à côté de Zoom, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. En fait, tu vas partager ton écran. Donc avec WooClap, au lieu d'avoir une présentation PowerPoint ou comme moi Google Slide, tu vas lancer WooClap. Donc WooClap sur Ah, ok, ton d'accord. ordinateur, ça va être Oui. comme une présentation. Tu auras ta question là-dessus. Et tu auras juste à partager ton écran avec Zoom. Et tout le monde verra ça. Et après, tu as juste à partager le lien avec tous les participants. Mais c'est fait pour fonctionner ensemble. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Hein, magnifique. Écoute, avec plaisir. On a un petit peu d'expérience parce que on a organisé, peut-être quelques-uns parmi vous étaient là, on a organisé une semaine de webinaire, une semaine de conférences en juillet. On a organisé 25 conférences, il y en avait 5 par jour, tout en ligne. Et voilà, on était toujours très nombreux à participer. On n'était pas 300 en même temps, mais on était assez nombreux à participer, donc on a un petit peu d'expérience dedans. D'accord, parfait. Jean Cana demande, nous organisons généralement des journées d'information sur le thème en agriculture et des centaines de personnes s'inscrivent. Mais est-ce que vous l'avez fait en ligne, ça déjà? Pas encore, nous ne l'avons pas encore fait. En fait, c'est ce qu'il était en train d'écrire pour vous expliquer. Ceci, c'est que nous organisons généralement ce que nous appelons aussi les journées d'information. Les journées d'information regroupent des centaines d'agriculteurs et de personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Ce sont des journées d'échange, des journées de partage. Nous louons une salle et ces gens se retrouvent à ce niveau avec des panélistes qui dirigent généralement la réunion. Et maintenant, nous voulions... On t'entend mal, Jean. Je ne sais pas si tu peux t'approcher de ton micro. Oui, j'ai dit, maintenant, nous voulons organiser ça sous forme de webinaire, ça veut dire en ligne. Là, nous ne savons pas exactement quel outil choisir. Webinaire en ligne, c'est juste Zoom qu'il vous faut. Hein. Enfin, Zoom ou un autre, mais le LMS, je vais vous partager un document, encore une fois. Vous pourrez regarder concrètement ce que c'est. Mais un LMS, je vous ai dit, hein, c'est très coûteux à mettre en place. Ça demande des investissements, de l'apprentissage. Hein, et c'est vraiment dans l'optique de former les gens et qu'ils soient vraiment préparés pour la suite d'un accompagnement. Si vous devez animer une seule fois un événement, alors vous êtes en mode webinaire simple. Donc Zoom, ça suffit. Et si vous voulez un peu plus d'interaction et suivant ce que vous voulez mettre en place, vous utilisez quelque chose comme WooClap, par exemple, où il y en a d'autres, mais WooClap peut fonctionner.
Mais moi qui connais ton projet, Jean, autant sur cette journée, il faut que Zoom, autant les formations que vous donnez et tout le savoir-faire que vous mettez à disposition des gens, ça pourrait être intégré dans un LMS. Ok. Mais LMS, c'est vraiment pour les formations un peu longues, quoi. Enfin, longues. Oui. C'est pas pour un atelier. Effectivement. Ok, écoutez, ça fait 1 heure. Voilà, j'avais promis un webinaire d'1 heure, ça fait déjà un peu plus d'1 heure. Si vous avez des questions ou des besoins spécifiques pour approfondir un petit peu, savoir quelle solution trouver, un peu comme Kenza là, un problème un peu spécifique, savoir quel choix d'outils, écoutez, contactez-moi. Contactez-moi, je pense que vous avez mon email. Voilà, si vous avez besoin de clarification sur tous ces outils, quel choix d'outils, si vous souhaitez mettre en ligne des formations, j'ai parlé des formations en e-learning qui demandent des LMS, choses comme ça. C'est lourd, c'est un peu compliqué. Dans un premier temps, parfois on peut tout simplement apprendre à faire des formations avec Zoom. Je viens de former 2 organisations là, en ce moment, sur Zoom. Voilà, donc je peux vous aider là-dessus. Je partage mon adresse email. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas. Je vous envoie un email à tous où je partagerai ma présentation, la visio qu'on vient de faire, une liste d'outils, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein, et un comparatif sur les LMS qui peut vous aider un peu à y voir plus clair de ce que c'est un LMS. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a une dernière question, un dernier besoin? Kenza a l'air satisfaite. Moi, c'est parfait. Merci beaucoup. Ouais, Moi, j'ai eu réponse à mes questions. Très bien, bien sûr, ravi. Voilà. Moi également, c'est parfait parce que j'ai découvert les LMS que je ne connaissais pas. Maintenant, je vais fouiller. Va fouiller ça, il y a beaucoup de choses à regarder dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres attentes, besoins, questions? Sinon, je vous dis une prochaine. J'organiserai des webinaires de temps en temps comme ça pour présenter des outils ou des techniques. Je vous avertirai quand j'en organiserai d'autres. Et voilà, je vais rester encore quelques minutes. Merci Guillaume, mais je voulais savoir s'il n'y aura pas de suite. Alors, il n'y a rien qui est programmé, Lucille. J'organise, j'ai 2 webinaires que j'organise. Il y a celui-là, j'en ai un autre. Je les fais de temps en temps, quand j'ai le temps ou quand j'ai... Donc, je t'avertirai quand il y aura d'autres, quand j'en organise de temps en temps. Voilà. D'accord, merci. Merci. C'est pas des formations, hein. C'est pas des formations que je donne. J'ai des formations que je peux donner à côté, mais ça, c'est pas des formations. Là, l'idée, c'est juste de partager avec vous quelques trucs, quelques astuces, et surtout apprendre aussi de vos besoins et d'échanger entre les organisations. Merci Marielle. Si la présentation t'a plu, tant mieux.